Un malheureux vieillard, accablé d'infirmité et de détention. Qu'ai-je donc fait pour souffrir si longtemps? Que mes persécuteurs prennent patience. Le malheur et le désespoir ouvrent mon cercueil. J'y descends. Je ne vivrai sûrement pas autant d'années qu'il s'en est écoulé depuis qu'il me tourmente. Qu'il ne porte donc pas la barbarie au point de ne vouloir pas même me laisser expirer dans un autre asile que celui de la démence, de l'épilepsie et de la rage, et qu'il ne redoute plus rien d'un homme dont l'épuisement total des facultés morales et physiques doit absolument calmer leur frayeur. Comment légitimer la longueur véritablement absurde d'une aussi criante détention? Longueur qui, faisant soupçonner d'autres crimes, déshonore à la fois ma famille et moi. On commence par me faire souffrir comme l'auteur d'un livre 100 fois désavoué. Désavoué par moi, 100 fois, dans tous mes autres ouvrages, dans 20 journaux et dans 5 interrogatoires. Et oui, je suis ce que je dois être, ou je ne le serai jamais. Dans la première branche de mon dilemme, la seule vraie, si je suis ce que je dois être, et je le suis, à quoi sert-il de me faire si longtemps souffrir? Et dans la seconde, pourquoi me tourmenter si l'on n'espère rien? Il n'y a plus que de la cruauté sans profit. Régulièrement, tous les jours, entre 4 et 5 heures du soir, il me prend au creux de l'estomac une douleur si violente qu'elle altère absolument tous les organes. J'éprouve des spasmes, des espèces de petits frissons, beaucoup de bâillements, un dégoût, un abattement total. Le sang se porte violemment à la tête. Il me prend alors des étourdissements, des tournoiements qui me font trébucher et mille autres choses, prouvant une tension dans la fibre et une grande irritation dans le genre nerveux. Je passe des nuits affreuses. Si le sommeil l'emporte un moment, ce n'est que pour être troublé par des rêves effrayants. Le matin, je suis abattu des douleurs de la veille. L'estomac s'en ressent. D'ailleurs, je suis très resserré et l'appétit a beaucoup diminué. Il se joint à cela de fréquentes ophtalmies. J'ai absolument perdu l'usage de l'œil gauche. Je suis malade. Il me faut des drogues que la maison ne fournit pas. Et je n'ai ni bas, ni culotte, ni souliers. Je ne suis pas heureux. Je suis indûment privé de ma liberté.
C'est sans jugement ni acte légal quelconque que l'on persiste de me retenir sous les verrous, soi-disant en raison d'un ouvrage obscène qu'on m'attribue mal à propos, et aussi en raison de quelques fables qu'on se plaît à imaginer et appliquer à ma vie privée, le tout sans fondement. Le désespoir s'empare de moi. Je suis englouti vivant. Dans les premiers jours de sa maladie, ma chère amie m'a dit des choses bien fortes et bien déchirantes et qui, dès que je me trouve seul, me firent verser bien des larmes. Un jour, elle me dit, comme pour me remercier de mes soins, « Vous voulez donc absolument que je vive ?» Mais la solitude dans laquelle me laissait Madame de Sade au sortir de la Bastille dut m'engager à me lier avec quelqu'un dont les soins remplaçassent ceux dont me privait ma famille. Pour attacher et lier plus intimement à moi la personne avec laquelle je me liais, je lui fis un contrat de 60 livres de rente progressive. Oh, rien de si vertueux que mon petit ménage. D'abord, pas un mot d'amour. C'est tout uniquement une bonne et honnête bourgeoise, aimable, douce, spirituelle, qui a bien voulu se charger de ma petite maison. Elle mange avec moi la modeste pension que son mari lui a faite. Je la loge et la nourris. Voilà le seul agrément actuel qu'elle y trouve. Fini le libertinage, tout cela me dégoûte à présent, autant que cela m'embrasait autrefois. Dieu merci, pensez à autre chose. Et je m'en trouve 4 fois plus heureux. Comme un bon gros curé dans son presbytère. Ne me faut-il pas un être à qui je puisse lire tout chaud? Eh bien, ma compagne remplit tous ces objets. C'est comme une mère. Une mère est une amie que la nature ne nous donne qu'une fois et dont au monde rien ne peut nous dédommager quand nous avons eu le malheur de la perdre. Nous ne trouvons plus rien qui en donne lieu. Mais il est absolument faux, il est faux que je sois l'auteur du livre Justine ou les malheurs de la vertu, de ce mauvais livre. Le 5 juin, à 2 heures, entre chez moi monsieur de Coulmiers, suivi de 3 hommes de police, dont l'un était Véra, inspecteur général, qui me lut un ordre du préfet portant l'injonction de saisir tous mes papiers, ce qui fut fait sans examen. Pendant qu'ils opéraient chez moi, ils opéraient de même chez madame et lui prenaient également ses papiers les plus utiles. Ils y prirent ces manuscrits que j'avais faits et sauvés à la Bastille et emportèrent tout. D'abord, le chef se comporta assez durement vis-à-vis de moi. Il se radoucit après et m'assura que tout ceci n'aurait pas de suite. Ils mirent tout dans un fiacre et s'en allèrent. Après cette histoire, monsieur de Coulmiers vint pendant 1 heure nous voir et nous consoler. Je fus très content de lui. Ma pauvre fille avait été très affectée de ce coup, et cela me fit d'autant plus de peine que je n'ai point d'amis plus chers au monde.
Le 6 au soir, je fus voir M. de Coulmiers, qui ne me rassura nullement sur les suites de cette aventure et qui m'assura que c'était eux qui m'avaient donné d'affreuses idées sur tout ce qu'ils emportaient. Oui, je demandai à M. de Coulmiers d'être, moi, le maître de la clé de ma chambre, sauf à être fermé seulement à la première porte du corridor de 10 heures du soir à 7 heures du matin. De me promener sans être suivi aux heures qui me conviennent le mieux dans la journée, tant que le jardin est ouvert. De pouvoir causer librement avec les 3 personnes désignées, et que l'on me rende tout ce qui m'a été pris en papier et en plume. Le théâtre. Quelque chose qu'on puisse faire, on ne m'en détournera pas. J'ai dirigé les spectacles. Des gouvernants fussent-ils venus me louer et me remercier de mes peines s'il se fût trouvé de l'immoralité dans cet amusement? L'eût-on souffert, autorisé, fréquenté 6 ans s'il eût été tel? Eût-on guéri près de 50 malades s'il eût ressemblé à cela? 2 membres du gouvernement sont venus et m'ont loué de mes soins pour la guérison des malades par le moyen des comédies. Ils ont voulu absolument que je montrasse les babioles faites par moi à ce sujet et qu'ils ont approuvé, demandé et reçu avec reconnaissance. J'ai dans mon portefeuille plus de pièces que n'en ont fait une grande partie des auteurs vantés de nos jours, et des canevas préparés pour plus de double de ce que j'ai fait. Si on m'avait laissé en repos, j'aurais eu 15 comédies de prêt en sortant de prison. On a trouvé plus joli de me taquiner. C'est l'avenir qui prouvera à mes bourreaux s'ils ont eu tort ou s'ils ont eu raison. Moi, je suis au milieu de Molière, Destouches, Marivaux, Boissy, Régnard, que je regarde, considère, admire et n'atteins jamais. Il m'est absolument impossible de résister à mon génie. Il m'entraîne dans cette carrière-là malgré moi. Le maudit métier que celui de faire des comédies. Le tapage affreux que ma pièce, le comte Oxtière, nous les effets du libertinage, a occasionné et cause qu'il ne se donnait plus sous le même titre et que j'en ai retardé la représentation. Chaque fois, on s'y égorgeait. La garde et le commissaire étaient obligés d'être toujours sur pied chaque fois qu'on le donnait. J'ai mieux aimé suspendre. Et parlons d'autre chose. Tiens, voilà mon enfance, alliée par ma mère à tout ce que le royaume avait de plus grand, tenant par mon père à tout ce que la province de Languedoc pouvait avoir de plus distingué. Né à Paris dans le sein du luxe et de l'abondance, je crus, dès que je pus raisonner, que la nature et la fortune se réunissaient pour me combler de leurs dons. Je le crus parce qu'on avait la sottise de me le dire. Et ce préjugé ridicule me rendit hautain, despote et colère. Il semblait que tout dût me céder, que l'univers entier dût flatter mes caprices.
et qu'il m'appartenait, à moi seul, d'en former et de les satisfaire. Dangereux principe qu'on laissait germer en moi avec ineptie. Né et élevé dans le palais du prince illustre auquel ma mère avait l'honneur d'appartenir et qui se trouvait à peu près de mon âge, on s'empressait de me réunir à lui afin qu'en étant connu dès mon enfance, je pusse retrouver son appui dans tous les instants de ma vie. Mais ma vanité du moment qui n'entendait encore rien à ce calcul, s'offensant un jour dans nos jeux enfantins de ce qu'il voulait me disputer quelque chose, et plus encore de ce qu'à de très grands titres sans doute il s'y croyait autorisé par son rang. Je me vengeais, oui, par des coups très multipliés, sans qu'aucune considération m'arrêtât, et sans qu'autre chose que la force et la violence pussent parvenir à me séparer de mon adversaire. Pardonnez mes travers, mais c'est l'esprit de la famille que je prends, et si j'ai un reproche à me faire, c'est avoir eu le malheur d'y être né. On m'envoya alors chez mon oncle, l'abbé de Sade, à Saumane en Provence. Tout prêtre qu'il était, il avait toujours un couple de gueuses chez lui. Était-ce un sérail que son château de Saumane? Non, c'était un bordel. Personne, non, personne n'analyse les choses comme moi. Qu'on m'écoute, qu'on m'entende, je ne demande que cette faveur. Ma façon de penser ne peut être approuvée, mais que m'importe. Bien fou est celui qui adopte une façon de penser pour les autres. Ma façon de penser est le fruit de mes réflexions. Elle tient à mon existence, à mon organisation. Je ne suis pas le maître de la changer. Je le serais que je ne le ferais pas. Cette façon de penser fait l'unique consolation de ma vie. Elle allège toutes mes peines. Elle compose tous mes plaisirs dans le monde, et j'y tiens plus que la vie. Oh, ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres. Moi, je respecte les goûts, les fantaisies, quelque baroques qu'elles soient, je les trouve toutes respectables. Toutes les créatures naissent isolées et sans aucun besoin les unes des autres. Oui, nous nous moquons du tourment des autres. Et qu'aurait-il de commun avec nous, ce tourment? Il n'y a aucune comparaison entre ce qu'éprouvent les autres et ce que nous ressentons. Le prochain ne met rien. Il n'y a pas le plus petit rapport entre lui et moi. Ce qui dépend de nous, c'est de ne pas répandre notre venin au dehors, et que ce qui nous entoure non seulement ne souffre pas, mais ne puisse pas même s'en apercevoir. Des vertus, on ne s'en fait pas, et on n'est pas plus le maître d'adopter dans ces choses-là tel ou tel goût qu'on est maître d'adopter en fait de système telle ou telle opinion, que de se faire brun
quand on est né roux. Voilà mon éternelle philosophie, et jamais je n'en sortirai. Je suis le plus honnête, le plus franc et le plus délicat des hommes, le plus compatissant, le plus bienfaisant. Impérieux, colère, emporté, extrêmement tout, d'un dérèglement d'imagination sur les mœurs qui, de la vie, n'a eu son pareil, athée jusqu'au fanatisme, oui, en 2 mots, me voilà. Tuez-moi ou prenez-moi comme cela, car je ne changerai pas. Enfin, est-il possible d'être assez barbare pour oser condamner un malheureux individu dont tout le crime est de ne pas avoir les mêmes goûts que vous? Me voici dans cet horrible lieu que l'hospice de fous de Charenton, bâtiment obscur enfoncé dans la terre jusqu'au comble, disposé de façon à ce que jamais l'air ne puisse en raréfier l'intérieur, à ce que jamais les sanglots ou les cris de ceux qu'on y détient ne puissent être entendus de personne. Plus de 20 malheureux, jouissant de toute leur raison, oubliés depuis des siècles dans cet asile du malheur. Et qu'on ose, pour doubler l'horreur de leur position, confondre, assimiler avec des fous, des frénétiques, des gens attaqués de l'épilepsie qui les empestent, qui les corrompent, qui les battent, sans que jamais ils aient d'autre satisfaction que de s'entendre dire qu'ils peuvent se réfugier au fond de leur cachot si cette société leur déplaît. Oui, 4 murs nus, humides, remplis d'insectes, vous offriront au milieu d'eux un chalit cloué contre le mur, réceptacle de punaises et d'araignées dont rien depuis 100 ans n'a troublé le repos. Près de là, une mauvaise chaise et une table pourrie, le tout sous la défense d'une porte à guichet afin qu'on puisse par cette ouverture donner à manger aux malheureux habitant cette loge sans être obligé d'entrer chez lui. Une lucarne droite et presque toujours sans vitre, laissant avec la plus grande économie quelques rayons de jour pénétrer dans ce réduit affreux qu'environnent de toutes parts des murs de 60 pieds de haut. Je n'ai plus de goût à rien. Je n'aime rien. Le monde que j'avais la folie de tant regretter me paraît d'un ennui, d'un triste. Il y a des moments où il me prend envie d'aller à la trappe, et je ne réponds pas de ne point disparaître un beau jour, sans que personne sache ce que je suis devenu. Je n'ai jamais été si misanthrope que depuis que je suis rentré parmi les hommes. Et si je leur parais étranger en me remontrant à eux, ils peuvent être bien sûrs qu'ils produisent sur moi le même effet. Mon pauvre Sade, après ta mort, tes yeux ne verront plus, tes oreilles n'entendront plus. Du fond de ton cercueil, tu ne seras plus le témoin de ces scènes que ton imagination te représente aujourd'hui. Tu ne prendras plus de part à ce qui se passera dans le monde. Tu ne seras pas plus occupé de ce qu'on fera de tes cendres que tu ne pouvais l'être la veille de ta naissance, de la sorte d'organe que tu allais recevoir de la nature. Tes idées périront avec toi, tes peines et tes plaisirs ne te suivront point dans
la tombe. La fosse, une fois recouverte, il sera semé dessus des glands afin que par la suite le terrain de ladite fosse se trouvant regarni et le taillis se retrouvant fourré comme il était auparavant, les traces de ma tombe disparaissent de dessus la surface de la terre. Je me flatte que ma mémoire s'effacera de l'esprit des hommes, excepté du moins du petit nombre de ceux qui ont bien voulu m'aimer jusqu'au dernier moment, et dont j'emporte un bien doux souvenir au tombeau. Mon ami a vu quelqu'un qui a vu un homme en place, lequel a paru adouci, mais a fait la ridicule et sotte question de savoir si je n'étais plus fou. A attendu qu'il fallait l'être pour avoir fait le livre qu'on m'attribue, mais que je n'ai pas écrit. Non, il lui a dit qu'il viendrait 3 commissaires pour prendre des informations sur ma conduite et qu'en conséquence, il m'était fait grande recommandation à moi de me bien conduire jusque-là. J'ai peur que tout cela ne soit qu'une farce. Mon ami m'a promis de me rester fidèle et attaché, et que je pouvais compter sur elle, et que quand nous serions ensemble, elle me donnerait toute chose qui pourrait m'être utile. Et elle a dit qu'elle me donnerait encore une paire de bas pour le jour de l'an. Des bas en poil de lapin. Mais j'ai bien peur que tout cela ne soit qu'une farce.